Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'heure est à l'union et non à la division, déclare le président de la République, Jovenel Moïse, qui invite une nouvelle fois tous les secteurs vitaux du pays à rejoindre le dialogue conduit par le Premier ministre Jean-Henri Séan. Les entreprises publiques n'auront plus droit aux franchises. Les ONG, quant à elles, doivent désormais supporter leur bordereau de douane à hauteur de 50%. Ainsi en a décidé le gouvernement à travers le projet de budget 2018-2019 actuellement à l'étude au Parlement. Pour la deuxième année consécutive, l'administration de Jovenel Moïse a récompensé l'excellence académique. Une cérémonie d'hommage aux 34 lauréats des examens d'État s'est tenue ce mardi au Ciné Triomphe en présence du chef de l'État. Le président de la République a une nouvelle fois ce mardi appelé les forces vives du pays au dialogue. Pour Jovenel Moïse, seul un large compromis social, politique et économique est susceptible de favoriser le développement du pays. Affirmant que l'heure de l'union a sonné, le chef de l'État croit nécessaire que les protagonistes mettent fin à leur profonde division. Des déclarations faites par le président Moïse au Ciné Triomphe lors d'une cérémonie d'hommage aux 34 lauréats des examens officiels pour l'année académique 2017-2018. Nous ne sommes pas un pays que nous rêvons pour nous quitter pour eux. Si je dis, nous ne sommes pas d'accord faire compromis pour nous faire. Compromis tant que le monde qui paraît penser, même Jacques Lotte, qu'arriver si tu ensemble pour bien payer ça. Compromis d'un coup, monde qui pas dans le même parti politique avec l'autre. Faut nous tous ensemble nous arriver pour nous dire vrai sens de développement mais qui route que pour le prendre. Pour le faire, il n'est pas qu'à faire dans craser brisé. Il n'est pas qu'à faire dans tuer frère nous, dans tuer sœur nous. Il est qu'à faire dans mettre tête nous ensemble. Chaque haïtien, chaque haïtienne, captant de nous là, moment arrivé. Nous pas qu'à aller plus loin avec division ça, plus loin avec toi et je m'y mette ça, plus loin avec yon cap manger l'autre là. Nous pas qu'à aller plus loin. Et 1er janvier 2018, Monseigneur Pays Angouna a évité de dire le pays est dans un trou abyssal, un trou, non trou profond. Nous ne pouvons pas gratter à l'épi bas. Je dis, il faut mettre tête nous en l'air pour nous chercher code de l'union. L'union fait la force, la code ça pour nous kembel, pour nous monter ensemble. Le pays n'a pas qu'à descendre plus bas. Et c'est pour ça que dialogue m'a demandé Premier ministre pour l'initier, pour tout le monde qui est ensemble, moi dit faut le social, faut l'économique et faut le politique. Si le politique seulement, n'a pas échoué. Si l'économique seulement, n'a pas échoué. Si le social seulement, n'a pas échoué. C'est les trois à la fois. Pour nous avons capacité pour nous garder l'autre dans les yeux, pour nous dire, mais qui est heureux que moi t'ai fait, mais qui est heureux que où t'ai fait, et mais comment nous voulons payer pour tout le monde. C'est eux qui parlent le président, c'est eux qui parlent le sénateur, c'est eux qui parlent le premier ministre, c'est eux qui parlent le ministre. L'État haïtien met fin à certaines franchises douanières et impose des restrictions sur d'autres. Les entreprises publiques n'auront plus droit aux franchises. Les ONG, quant à elles, doivent désormais supporter leur bordereau de douane à hauteur de 50%.
L'annonce en a été faite officiellement ce mardi par le ministre de l'Économie à l'issue d'une première séance de travail avec la commission Finances et Budget de la Chambre des députés autour du projet de loi de finances 2018-2019. Cette disposition, selon Ronald Décembre, permettra au pays d'engranger plus de 6 milliards de gourdes de recettes supplémentaires. Le projet de loi de finances 2018-2019 a été remis par le gouvernement comme prévu. Il est actuellement en discussion au Parlement. Pour une présentation un peu plus complète de ce document, très important, entre 500 et 600 pages, nous avons avec nous ce soir M. Kessner-Farel, président du groupe Croissance. Bonsoir Kessner-Farel. Bonsoir, toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Toujours un plaisir de vous avoir. Alors, M. Farel, quelle est votre lecture de ce budget, comme on l'appelle communément? Je disais encore hier dans la conférence de presse, il y a tellement de budget sur la table. Il faut se demander quel budget. On a commencé avec le budget initial en octobre dernier, qui était de l'ordre de 144,2 milliards de gourdes. Et normalement, il peut y avoir un rectificatif parce que le budget, c'est un ensemble de prévisions. C'est ça. Donc, il peut y avoir des changements. Donc, on s'attendait à un rectificatif. Mais le gouvernement qui avait déposé le budget le 28 juin pour l'exercice fiscal 18-19, qui a commencé le 1er octobre dernier, avait dû enlever ce document, comme vous le savez, les événements des 6 et 7 juillet. C'est ça. Donc, il y a la version 18-19 du 28 juin et la dernière version qui a été déposée au Parlement la semaine dernière. Voilà la situation. Oui, c'est-à-dire que le premier budget qui n'avait pas anticipé que le gouvernement avait devoir reculer sur les recettes découlant de la hausse. C'est un pays qui aime les extrêmes. Je dois rappeler au public qu'en 1995, lors de la présidence de M. Préval, on avait un budget pendant 5 années. 95, un budget pour 5 années. C'est la raison pour laquelle je suis dans ce business de budget, parce que je disais que ce n'était pas possible d'avoir un budget pendant 5 ans. Donc on a un budget pour 5 ans, voilà 4 budgets en une année. Voilà Haïti. Donc on aime les budgets. On a rattrapé le temps perdu. Alors, Roro Farel, je me souviens que la dernière fois que nous avions parlé du budget, votre grand souci, votre grand espoir était de voir que le gouvernement, avec ce nouveau budget, allait prendre un tournant plus social. Renforcer les investissements aux dépens des dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce que vous avez constaté dans ce projet de loi de finances? Il y a un changement de tendance. Okay. Dans la mesure où, la dernière fois, j'avais expliqué que les montants mis pour les dépenses de fonctionnement ou les dépenses courantes sont beaucoup plus élevés que les dépenses d'investissement. Ça peut être le cas, mais ça ne doit pas vraiment avoir une trop grande différence. Dans le budget rectificatif qui a été envoyé au Parlement en septembre dernier, il y a eu des modifications. Les parlementaires qui ont la capacité de le faire avaient réduit les dépenses d'investissements sociaux de l'ordre de 15% et augmenté les dépenses de fonctionnement du même montant. C'est pour vous dire qu'après les 6 et 7 juillet, ce n'était pas tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle on avait crié à haut sur le bonnet, ce n'est pas possible. Ce changement par ce gouvernement qui parle d'un budget d'apaisement social, ceci a été fait, mais on pourrait aller beaucoup plus. Ils ont fait 15% des ressources domestiques pour le secteur social. 15%. 15%. Et pour résumer rapidement, c'est un budget d'à peu près 72,8 milliards de gourdes. Le budget version 28 juin, c'était 76,3 milliards de gourdes. Mais il y avait à peu près 20 milliards de gourdes de taxes sur les produits pétroliers. Ayant perdu cette manne, donc il y a dû y avoir un ajustement. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont à peu près un montant, je pourrais dire, de 114 milliards de gourdes de ressources domestiques que nous allons collecter à l'intérieur. Ça fait 67% du budget. On aura à peu près 28,9 milliards de dons. Et le financement, c'est la troisième partie pour compléter le budget qui sera de l'ordre de 29,6 milliards de gourdes. Financement, vous voulez dire par là prêt. Très bonne question. D'accord. Ça fait une différence parce que ça va influencer la dette du pays. Évidemment. Donc, pendant longtemps et jusqu'à récemment, les dons étaient beaucoup plus importants au niveau du budget national parce que les ressources domestiques étaient faibles. Mais il y a eu un changement structurel. Nous sommes passés à 67% du budget avec les autres ressources. Par rapport à ce que c'était par le passé, c'est énorme. Maintenant, les dons sont à moins de 20%, 17%.
Mais les prêts ont augmenté de à peu près 11% dans le budget rectificatif à 17% dans le financement. Je vois où vous voulez venir lorsque vous avez posé la question du financement, parce que les dons, on n'aura pas à repayer. C'est ça. Le financement, on va obtenir l'argent, c'est bien, mais si on ne fait pas une bonne utilisation, si ce n'est pas rentable, si ce n'est pas des activités pour pouvoir remettre cet argent et pour les générations futures, ça peut poser problème. Donc voilà un petit peu les trois entrées qui consistent. Les autres ressources domestiques, les ressources domestiques, 114 milliards de gouttes. Il va y avoir 75 milliards de gouttes du côté de la DGI. Il y a une forte augmentation du côté des douanes, de 20 milliards à 35 milliards. De 20 à 35. Qui veut dire que le gouvernement devra être beaucoup plus agressif pour lutter contre la contrebande. Oui. Car avoir 35 milliards de gouttes, c'est vraiment une bataille farouche de passer de 20 à 35. Et les autres ressources domestiques, à savoir toutes les autres entreprises publiques qui auront apporté à peu près 3 milliards de gouttes. Donc cet argent entré va sortir de deux façons. Les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. C'est ça. C'est comme une famille, vous entrez de l'argent, vous dépensez pour la maison et ce qui reste, vous pouvez mettre ça de côté pour la retraite ou encore pour les études des enfants. La même situation. On va dépenser à peu près 91 milliards de gouttes de dépenses courantes. Rappelez-vous le chiffre de 114. Donc si je prends 91 de 114, vous voyez qu'une bonne partie des ressources domestiques seront allouées aux dépenses courantes. Il restera très peu pour les dépenses d'investissement. Vous nous avez dit qu'au chapitre des dépenses, il fallait considérer les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Rapidement, les dépenses de fonctionnement, c'est quoi? Il y a 4 composantes. Il y a les salaires et les traitements qui se rapprochent du niveau de 50 milliards de gouttes. 48 pour être précis, sur les 91 milliards de gouttes qui seront dépensés pour le fonctionnement. Donc plus de 50%. En deuxième partie, il va y avoir les billets et services à hauteur de 29 milliards de gouttes. C'est acheter du papier, la gasoline, peut-être per diem, tout ça. D'accord. Il va y avoir les transferts et subventions. La malice populaire, c'est le poisson, le hareng, tout ce qu'il y a comme subvention qui se rapproche du niveau de 10 milliards de gouttes. Et nous avons 3,6 milliards de gouttes d'intérêt sur la dette. Parce que lorsque vous empruntez, vous vous rappelez très bien le financement. Il faut rembourser. Et absolument. Et le remboursement, ce n'est pas simplement, comme on dit, pas maman comme là simplement. Il faut également que la personne, c'est un business l'argent. Absolument. Donc les intérêts, c'est la marge. Oui. Donc 3,6 milliards de gouttes d'intérêts. Donc voilà comment, sur les 114 milliards de gouttes de ressources domestiques, ce qu'on note dans l'économie, la pression fiscale, eh bien les 91 milliards de gouttes dépensés pour le fonctionnement. Et ce qui reste, ce sera pour les investissements. Donc il restera à peu près 24 milliards. Mais comprenez bien que ce sont des prévisions. Et si on est trop optimiste dans les prévisions, si on est trop optimiste sur les recettes. Les recettes. Oui. Donc si ça n'arrive pas, je peux vous garantir, vous aurez à payer les salaires, peu importe la situation. Donc qu'est-ce qui va subir? C'est particulièrement les dépenses d'investissement. D'où je prends particulièrement les programmes et projets. C'est l'aspect social, la question c'est ça. que vous avez posée à l'entrée. Oui. Cette année, dans ce budget, le gouvernement apportera à peu près 17 milliards de gouttes contre 14 milliards dans le budget rectificatif. Donc il y a une légère augmentation. C'est ce qu'ils appellent l'aspect d'apaisement social. C'est 15% des ressources domestiques allouées au secteur social. Mais je pense qu'on aurait pu aller à 20 à 25 s'il y avait une meilleure gestion au niveau des dépenses de fonctionnement. Voilà. Parce que là, les critiques que l'on fait pour dire que le gouvernement gère mal, ce n'est pas surtout sur cet aspect d'investissement social, mais c'est comment mettre de l'ordre dans la maison. Donc l'OMRH aura joué un rôle important pour que les équipements, pour que la productivité de la main-d'œuvre, tout ça puisse donner des résultats positifs pour qu'on puisse mieux gérer, je pourrais dire, la machine publique qui est l'État ici. Donc 17 milliards, c'est le financement du trésor public dans ce budget. Maintenant, dans les dons, vous vous rappelez très bien, ce qu'apporte les 29 milliards, l'international va octroyer à peu près 4 milliards d'appui budgétaire. Ce qui reste n'ira pas dans les dépenses de fonctionnement. Il ira directement vers les investissements sociaux. Ce qui fait que l'international, quand je parle de dons, également de financement externe, Bendes, qui est une banque vénézuélienne qui apportera à peu près 11 milliards de gouttes dans ce budget, donc Petro-Caribe est encore là, je pourrais dire. Très bien. Donc le montant
externe est beaucoup plus important dans les investissements que ce que nous apportons au niveau local. Donc, Est-ce qu'ils auraient mieux compris la situation haïtienne que nous? C'est la bonne question. Parce que normalement, on aurait dû se soucier mieux de la population rurale, de la fourniture d'eau potable, des infrastructures, etc., éducation, santé en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je parle de budget de rupture, c'est que nous devons changer de comportement, que nous gérons mieux l'État pour que nous puissions donner de meilleurs résultats en quelque sorte. Voilà, alors on va aller rapidement maintenant, M. Farrell, si vous voulez bien. Grosso modo, quels sont les secteurs dans lesquels l'État a, disons de manière substantielle, augmenté ses dépenses? En fait, un budget, c'est bien ça. Il faut avoir les priorités de l'État. Comme on dit en anglais, you got to put the money where your mouth is. Absolument. Si vous dites que voilà ce que vous allez offrir pendant la campagne, eh bien, on doit voir dans votre budget ce qui se passe. Cette année, dans ce budget, c'est le secteur des travaux publics qui va avoir la plus grosse part du gâteau. Car c'est un gâteau avec plusieurs tranches. Donc, qui dit travaux publics penche plutôt du côté de l'investissement. Voilà. Donc, on aura à peu près 22 milliards de gouttes dans ce budget pour les travaux publics. En deuxième position, je suis désolé, c'est le service de la dette. Vous vous rappelez que je vous avais parlé de 3 milliards de gouttes d'intérêt, Oui. mais nous avons 17 milliards de gouttes au niveau d'amortissement pour la dette, qui fait que la dette, le service est passé à 21 milliards de gouttes. Donc, on paie beaucoup plus pour la dette, parce qu'en troisième position, on va avoir l'éducation avec 19 milliards de gouttes. Donc, la dette mange plus d'argent que ce qu'on donne à l'éducation nationale. C'est ça. C'est ce que dit le budget, c'est ce que disent les chiffres. Les chiffres parlent. Bon, oui. Donc, en ce sens, est-ce que nous avons bien utilisé cette dette pour que la population, les futures générations puissent en bénéficier en quelque sorte? Et c'est la raison pour laquelle on dit en général que un homme politique s'intéresse à la prochaine élection. Un homme d'État ou une femme d'État s'intéresse à la prochaine génération. Voilà. Dans ce budget, Très belle phrase. c'est pas de moi. Oui, non, mais elle est très belle. Mais c'est vrai, parce que dans ce budget, on montre qu'on ne s'intéresse pas à la prochaine génération, Ouais. mais on s'intéresse surtout à ce qui se passe au quotidien, au jour le jour. Quand la politique, c'était quelque chose de très court terme, on ne voit pas le moyen et le long terme. Et c'est ça le rôle de la société civile, des médias, d'attirer l'attention sur ce budget pour que l'on puisse avoir une meilleure répartition de la richesse. Quels sont les domaines dans lesquels l'État a plus serré la corde pour réduire le train de vie de l'État? Pas beaucoup, mais j'aimerais attirer l'attention qu'il y a un grand effort qui a été réalisé dans ce budget. Il y a 12 milliards de gouttes alloués au secteur de la santé. On était à 6 milliards l'année dernière, donc il y a une augmentation de plus de 100% du budget de la santé. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va avoir de bons résultats, car il faudra bien gérer également. L'argent ne va pas résoudre les problèmes. Mais il faut applaudir que le secteur de la santé a été visé. Il y a une augmentation également du ministère des Affaires sociales. J'ai vu une baisse au niveau du ministère des Affaires étrangères. J'en ai remarqué. Qui était pléthorique. Et une légère diminution de quelques millions de gouttes de la présidence. Stabilité au niveau, je dirais, de la primature. Du Parlement. Augmentation au niveau du budget de la ministère de la Défense, mais c'est passé de 500 millions à 1 milliard de gouttes. Avec 1 milliard de gouttes, c'est difficile de faire une armée avec tout ce qui est nécessaire. Ouais. Mais ça c'est pour l'armée ou ça comprend la police aussi? Et non, la police se retrouve dans le ministère de la Justice. Ah, la justice. Avec à peu près 13 milliards de gouttes. Ouais. Il y a une augmentation. Et une augmentation aussi. Mais il y a un débat actuellement entre le CSPJ et le ministère de la Justice. Le CSPJ qui réclame, à savoir beaucoup plus d'argent, mais il faudrait qu'il puisse y avoir une meilleure coordination entre les deux institutions. Définir les tâches. Parce que le budget, ce n'est pas l'argent, on met trop de pression sur le ministère des Finances. Le budget doit être réalisé par les ministères sectoriels. Un plan stratégique, un plan d'action. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, le rôle du ministère de la Finance, c'est d'agréger tout cela et de répartir. On critique beaucoup le ministère des Finances. C'est comme si vous avez un mauvais résultat de votre ordinateur et vous brisez l'ordinateur. Voilà, exact. Ce n'est pas l'ordinateur qui rentre les informations. Donc, en ce Absolument. sens, ce n'est pas le ministère des Finances. Il faut qu'il y ait un plan stratégique global. C'est le budget du Premier ministre qui a été au Parlement, qui a présenté, je pourrais dire, sa politique générale. C'est le budget du président de la République qui a été en campagne, qui a fait des promesses. Peuple a été dit balbanan, donc bal manger banan. Donc c'est ça que le budget a supposé y. Donc en ce sens, dire c'est le ministère des Finances qui gère mal, qui ne met pas les fonds, non.
Le budget reflète exactement tout ce qui se passe et surtout l'aspect de management, l'efficacité, l'efficience. Et comme j'ai dit dans la conférence de presse, nous devons faire mieux et nous pouvons faire mieux avec une meilleure gestion au niveau des dépenses publiques. Il n'est pas encore trop tard quand le Parlement aura à gérer, à son mot à dire. ratifier. Voilà, ouais. Donc j'espère que le Parlement, qui va obtenir à peu près 5,8 milliards de gouttes, une légère baisse, vous demandez quels sont les secteurs, Oui. une légère baisse du Légère, côté du d'accord. Parlement. Mais je pense que le Parlement aurait pu réduire son budget, car il y a pléthore d'employés au niveau du Parlement. Ouais. 900 et plus, ce que j'ai dit dans le budget pour le Sénat, et plus de 1300 au niveau de la Chambre des députés. Donc si on pouvait tailler et mieux Sans parler faire, du parc automobile. je voudrais le parc automobile national au niveau du secteur public. C'est dingue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce chiffre? Est-ce qu'il y a des inventaires? On se concentre sur le nous les budget. avait promis. Combien de génératrices possède l'État? Comment on prend ça en charge? Comment on gère tout ça? Est-ce qu'elles sont bien entretenues? Sachez que depuis René Préval jusqu'à M. Moïse, le budget des infrastructures, les travaux publics, en première ou en deuxième position. Dans le classement qui a été fait, dans l'indice de la compétitivité mondiale, sur 140 pays, Haïti est classé 138e sur 140e. La note d'Haïti en termes d'infrastructure, 140e sur 140. Donc vous voyez, on peut investir beaucoup plus dans les infrastructures, Ouais. mais s'il n'y a pas de maintenance, si on ne gère pas, comme vous avez dit, le stock, le parc automobile, et vous voyez comment les automobiles, les véhicules de l'État, comment on les gère. Donc voilà comment on pourrait mieux gérer pour faire de meilleurs investissements sociaux, et c'est ça l'idée. Donc tant qu'un gouvernement ne prendra pas le taureau par le corne pour dire mettons de l'ordre dans la maison, l'efficacité, l'efficience, on aura toujours des débats et des discussions futiles parfois au niveau du budget. C'est bien malheureux, mais c'est le cas. Donc, en conclusion, Monsieur Kessner-Farrell, vous avez étudié ce budget, vous avez constaté qu'il y avait un effort qui avait été fait, qu'apparemment on allait dans la bonne direction, mais comme disent les professeurs, peut mieux faire. On peut mieux faire et je pense qu'on devrait non seulement sur le prochain budget qui devait commencer en janvier prochain, on est en retard de plusieurs mois, parce qu'on aurait dû commencer le budget 19-20. Ouais. On se concentre sur le budget 18-19, on est au 3e mois de l'exercice fiscal. Donc j'espère qu'en janvier prochain, il va y avoir des discussions pour qu'il y ait un budget participatif pour aider le gouvernement. Ce n'est pas qu'on critique le gouvernement, parce que quel que soit le gouvernement qui vient en place, avec cette même structure, on aura les mêmes résultats. C'est ça. Parce que les dépenses sont là, il faut payer les employés. Ce n'est pas facile à casser les mauvaises habitudes. Donc il faudra vraiment prendre des mesures, de véritables réformes, pour qu'on puisse faire de meilleures allocations, pour qu'on puisse se pencher sur les 20 à 40% des personnes les plus pauvres du pays. C'est ça. Une meilleure répartition de la richesse pour réduire les inégalités. Donc c'est un petit peu ce qu'on entend, et le gouvernement ne pourra pas le faire seul. C'est ça ma position. Eh bien, encore une fois, merci infiniment, Kessner-Farrell, de cet éclairage que vous avez apporté pardon, à ce projet de loi de finances 2018-2019. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci bien. Voilà, c'était M. Kessner-Farrell, le président du groupe Croissance, qui nous donnait sa lecture du projet de loi de finances 2018-2019, actuellement à l'étude au Parlement. L'ancien représentant de l'OEA en Haïti, Ricardo Seitenfus, encourage les autorités haïtiennes à fixer leur position sur la question relative à l'indemnisation par l'ONU des milliers de victimes du choléra. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, l'ancien diplomate brésilien, aujourd'hui à la retraite, a présenté plusieurs cas de figure incitant l'État haïtien à ouvrir au plus vite des négociations avec les Nations Unies. Le professeur Ricardo Seitenfus est actuellement en Haïti pour faire la promotion de son dernier ouvrage, Les Nations Unies et le choléra en Haïti, coupables mais non responsables, publié par C3 Éditions. Il y a d'abord, en fait, les Nations Unies, par mégarde, par omission, par désorganisation, amènent des soldats porteurs du vibrion colérique. Bien. Là, c'est quelque chose de malheureux quand on découvre cela vers le 19 octobre 2010. Mais le pire va arriver après, lorsque les Nations Unies vont camper sur une position intenable en disant « c'est pas nous ».
Et cette décision a été prise au plus haut niveau politique, que les Nations Unies mettaient en avant une politique de diversion, cacher la vérité, fermer la base, ne laisser personne entrer, ni des chercheurs, ni des médecins, ni des journalistes. Des gens mouraient par milliers, parce qu'on ne savait pas quels étaient les vibrions qu'il fallait attaquer. Et on ne savait pas si c'était quelque chose de très important ou si c'était quelque chose d'éventuel. Parce que si on avait su depuis le départ qu'il y avait des déchets humains qui étaient jetés dans la rivière des Meilles, dans le département d'Artibonite, près de Mirbalais, on aurait pris des mesures immédiatement pour avertir la population, pour dire les enfants ne jouez pas dans la rivière, on va chlorer l'eau. Donc le pire aurait pu être évité. Bien sûr, irréparation collective, irréparation individuelle. Donc je crois que le défi maintenant, c'est pour l'État haïtien de prendre une position claire et comment entamer une négociation avec les Nations Unies. Le ministère de l'Éducation nationale a honoré ce mardi les 34 lauréats nationaux des examens officiels pour l'année académique 2017-2018. Une initiative instituée par l'État haïtien dont l'objectif est de promouvoir les valeurs et de récompenser l'excellence académique. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Jovenel Moïse, du Premier ministre, Jean-Henri Séan, du président du Sénat, Joseph Lambert, entre autres. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Paul Léel. C'est sous le signe de l'excellence que les 34 lauréats nationaux ont été honorés ce mardi. Issus des examens de la 9e année fondamentale, du baccalauréat, de l'École normale d'instituteurs et du Centre d'éducation familiale, ces jeunes hommes et femmes représentent la diversité sociale et géographique du pays. Vu sous cet angle, le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, ne peut que s'enorgueillir. Aujourd'hui est un jour d'hommage et de reconnaissance publique de votre intelligence et du modèle de réussite que vous incarnez pour toute la jeunesse. Si le chemin parcouru jusqu'ici, bien sûr, souvent dans des conditions précaires et difficiles, ne représente qu'une infime partie de ce qu'il vous reste à faire, il vous élève déjà au rang de modèle pour votre génération. Des modèles, le président de la République partage lui aussi cet avis. Pour corroborer, Jovenel Moïse félicite ses lauréats qui ont consenti d'énormes sacrifices pour se distinguer durant cette année d'études. C'est un pas qui vient d'être franchi, certes, mais ce n'est pas tout, conseille le chef de l'État. Je veux vous rappeler qu'avec la distinction que vous recevez aujourd'hui, il vous incombe aussi l'immense responsabilité de continuer à être de bons exemples, des modèles pour les jeunes. Vous êtes sur la bonne voie. Vous devez y rester. La République a besoin de vous. Le pays, Haïti chéri, ce pays compte sur vous. Un message bien reçu par les lauréats. Dave Corinne Mondésir vient de l'école des frères Odile Joseph dans le Sud. Elle a obtenu 1379 points sur 1600. Elle prend la parole au nom de ses pairs. À tous les jeunes, j'envoie le signal d'oser. D'oser croire que vous pouvez être ce que vous voulez être. Faisons l'expérience de la puissance de la pensée. Osez penser, bien penser et créer votre chemin. À tous les citoyens haïtiens, osez croire. Croire qu'Haïti peut changer. Qu'Haïti doit changer. Des bourses d'études, des ordinateurs portables, des ouvrages entre autres, autant de récompenses offertes aux 34 lauréats nationaux. Une initiative du gouvernement visant à les encourager et à promouvoir les valeurs.
L'Union européenne et ses États membres ont procédé ce mardi à la présentation de la nouvelle feuille de route définissant leur engagement envers la société civile haïtienne pour la période 2018-2021. Ce document administratif fixe les priorités de l'UE en termes d'appui aux organisations de la société civile haïtienne. Un montant total de 20 millions d'euros est disponible pour le financement de projets dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route sur une période de 3 ans, explique l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degert. Nous avons lancé notre feuille de route 2018-2021 de soutien à la société civile que nous menons, Union européenne, avec nos États membres, pour nous mobiliser dans le cadre de notre soutien à la société civile. Donc on apporte notre soutien. Je vais quand même donner un chiffre parce que pour la période à venir, c'est quelques 20 millions d'euros qui vont être mobilisés sur les 4 années à venir pour appuyer la société civile à travers évidemment des appels à propositions que l'on va lancer, comme on le fait par le passé. On a différents programmes de soutien à la société civile. Et puis aussi en donnant une place plus forte de la société civile dans nos gros programmes de mise en œuvre. Par exemple, les infrastructures. On vient de lancer notre programme Urbaïti. La société civile a un rôle important à jouer de participation citoyenne à la définition, par exemple, des plans d'aménagement et d'embellissement des villes. Donc c'est de faire en sorte que là, la société civile anime les citoyens et leur permettent d'exprimer leur voix dans les définitions du plan d'aménagement de la ville. Ou encore sur la question de traitement des déchets, par exemple, aussi que là, on se base sur l'expérience de la société civile et les attentes des citoyens pour apporter les réponses les plus pertinentes sur ces différents sujets. Donc on le voit, on souhaite effectivement, et ça c'est l'innovation, je dirais, majeure de cette feuille de route, c'est qu'on ait non seulement des programmes spécifiques de soutien à la société civile, mais que partout dans toutes nos politiques, il y a un effet transversal où on inclut effectivement la société civile dans l'ensemble de nos opérations. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.